En 1942, Albert Einstein, père de la théorie de la relativité et inventeur de la coupe de cheveux antigravitationnelle, reçoit une lettre d'un jeune américain de 12 ans qui lui demande si ce qui permet à l'univers de tenir est une force aléatoire ou unificatrice. Ce à quoi Einstein aurait pu lui répondre « À ton âge, on est censé découvrir la zouquette, pas les mystères de l'univers ». À la place, Einstein lui répond « Cher You, il n'existe ni force irrésistible ni corps inamovible, mais il semblerait qu'il existe un garçon têtu qui a victorieusement forcé sa voie à travers des difficultés étranges créées par lui pour cela, amicalement. » Et bon, si vous êtes comme moi, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire et vous auriez préféré la réponse sur la zouquette. Mais le jeune You semble avoir tiré quelque chose de cette réponse. De la motivation au moins. Parce que 14 ans plus tard, en 1956, Hugh Everett soutient sa thèse, donnant naissance à la théorie d'Everett, aussi nommée la théorie des mondes multiples. Basée sur les travaux de Schrödinger sur la physique quantique. Ok, je vous fais un topo rapide et simplifié de la physique quantique, sinon je vais en perdre la moitié. Schrödinger a un chat, ce qui est bien. Il l'enferme dans une boîte avec un dispositif qui a une chance sur deux de libérer un gaz toxique mortel pour le félin. Ce qui n'est pas bien. Pour faire très simple, la physique quantique nous dit que tant que l'on n'a pas ouvert la boîte, le chat n'est ni mort ni vivant. Il est les deux en même temps. Le fait d'observer l'intérieur de la boîte détermine l'état du minou. La première théorie que l'on a pu tirer des travaux de Schrödinger, c'est donc que les physiciens sont de très mauvais cat-sitters. La deuxième, celle d'Everett, c'est que si l'observation détermine l'état du chat, mort ou vivant, alors on crée une réalité pour l'observateur lorsque l'on ouvre la boîte. Une réalité dans laquelle Félix est mort et il va falloir présenter des excuses à Tata Janine. Mais puisque le chat était à la fois mort et vivant jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte, il y a une deuxième réalité dans laquelle l'observateur n'a pas foutu en l'air ses chances de toucher l'héritage. Cette deuxième réalité constitue alors un monde parallèle, et comme tous les électrons qui constituent notre univers sont soumis aux règles de la physique quantique, chaque variation de leur état génère une réalité parallèle. Quoi ? Chaque décision que tu prends génère des mondes parallèles à celui dans lequel tu vis maintenant. Quoi ? Ok, si tu avais pris une glace à la fraise plutôt qu'une glace au chocolat le 3 juin 2001, il est possible que les attentats du 11 septembre n'aient jamais eu lieu. Cette glace en valait la peine ! Aujourd'hui, on ne sait pas si cette théorie est véridique. Il pourrait très bien exister une infinité de mondes parallèles où le nôtre pourrait être le seul. Et même s'il existe d'autres réalités, tant qu'on n'a pas de portal gun comme Rick, ça ne changera pas grand chose à nos vies. Mais là où la théorie d'Everett a eu un impact concret, c'est sur nos imaginaires. Avec la sortie de Doctor Strange 2 ce mois de mai, on en est au deuxième blockbuster tout public qui se repose sur le concept de multivers en moins de 6 mois. Avant ça, le MCU a démarré sa plongée dans son multivers avec les séries Loki et What If. Le film Flash, basé sur le comics Flashpoint Paradox, fera de même pour la concurrence. Et avant ça, la série d'animation Rick et Morty a connu un succès fulgurant avec les aventures de ses héros éponymes de réalité en réalité. Et s'il est indéniable que c'est un véritable atout en termes de franchise et de marketing, puisque le concept permet de mélanger tout et n'importe quoi tout en respectant une cohérence narrative, je pense que cet âge d'or du multivers dans la culture populaire ne vient pas de nulle part. Je dirais même qu'il s'agit d'un des meilleurs indicateurs de notre zeitgeist. J'adore Highlander 2 ! Mais absolument pas. Malgré quelques prémices avant la théorie d'Everett, le multivers fait réellement ses débuts en fiction à partir de 1957. On citera notamment Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick, récemment adapté en série télé, ou un univers parallèle dans lequel l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale, cohabite avec plusieurs réalités, dont la nôtre. Le concept est tout d'abord associé au genre de la hard SF, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'a rien à voir avec la zouquette susmentionnée. Suski ? Mais le multivers trouve vite sa place dans la culture populaire, et notamment les comic books de super-héros qui en comprennent rapidement l'intérêt éditorial. Dès 1961, DC Comics l'utilise pour justifier l'existence de deux versions du Flash. Le deuxième, que l'on connaît bien aujourd'hui, est celui qui a pompé son style à Astérix. Depuis, que ce soit chez DC ou Marvel, le multivers est un pilier de l'industrie des comics. Mais le concept n'atteindra pas le grand public avant longtemps. Malgré le succès des adaptations de Superman et Batman dans les années 70 et 80, puis celle de Marvel au début des années 2000, et en particulier du MCU à partir de 2008, le multivers n'a pas sa place sur le grand écran. Sans doute trop geek pour la culture mainstream, on ne le retrouve qu'en surface sur le petit écran dans des séries SF assez marginales. Doctor Who ou Stargate par exemple y consacreront quelques épisodes sans jamais trop se reposer sur le concept. Le grand public a déjà trop à faire avec sa propre réalité pour se concentrer sur une infinité de réalités fictives. Après tout, le régime soviétique s'est effondré, l'économie est en plein essor, un avenir brillant nous attend.
tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. 14 ans après la crise des subprimes, je pense qu'on ne mesure pas encore l'impact qu'elle a eu sur nos sociétés. En 2003, d'après un sondage du New York Times, 66% des Américains interrogés disaient croire que la jeunesse allait avoir une meilleure vie que leurs parents. Ce chiffre était descendu à 44% en 2011. En 2019, dans un sondage similaire réalisé par le Wall Street Journal, seuls 27% ont confiance dans l'avenir de la jeunesse américaine. Ouais, mais on n'est pas des ricains, nous! Cocorico! En 2013, en France, on était à 16% d'optimistes. Oh, je suis vraiment content d'avoir cliqué sur cette vidéo fun sur la pop culture pour me changer les idées de ma vie de merde. L'espoir est une denrée de plus en plus rare au 21e siècle. Pour la majorité des jeunes occidentaux, la seule chance d'avoir sa propre maison aujourd'hui, c'est de la construire sur Minecraft. Nous n'avons plus envie de nous concentrer sur cette réalité où avenir rime avec crise écologique majeure et croissance avec techno-féodalisme. Ça rime pas du tout! Ça s'appelle des rimes précaires, on n'a plus les moyens de se payer des rimes pauvres. Heureusement pour nous, on a d'autres réalités dans lesquelles se réfugier. Je pense que c'est pas une coïncidence si 2008, année de la crise des subprimes, coïncide avec le début du MCU. Si l'univers cinématographique Marvel a pris, c'est évidemment parce qu'il a été bien orchestré par Kevin Feige et sa clique. Oui, ça se prononce Feige. Mais je pense qu'une part non négligeable de son succès est liée au contexte dans lequel il s'est développé. Le MCU nous propose un autre univers, un monde où il reste des héros qui se battent pour ce qui est juste et qui triomphe face aux pires menaces. Un monde dans lequel on peut s'échapper, un univers parallèle. Le fantasme de s'échapper dans une réalité parallèle a également propulsé le genre japonais du isekai sur le devant de la scène. Un isekai quoi? C'est un genre qui raconte l'histoire d'amour entre un jeune protagoniste et un camion. Oh Camion-kun, je t'aime si fort, mais je déteste la vie. Ne t'inquiète pas, protagoniste Chan. Je vais t'envoyer dans un monde merveilleux rempli de jeunes filles à poitrine antigravitationnelle. Merci Albert Einstein Sensei. Les années 2010 ont également vu un renouveau de l'intérêt pour la réalité virtuelle, une autre façon de s'échapper dans une réalité parallèle sans avoir à se jeter sous les roues d'un 36 tonnes. Le paysage culturel actuel semble pointer du doigt un profond désir de s'échapper, une envie d'être n'importe où sauf dans la timeline où le dé est tombé sur 1. Et vous savez ce qui est mieux qu'une réalité parallèle dans laquelle fuir un monde sans espoir ni futur? Retrouver l'espoir et construire le futur? Non! Une infinité de réalités parallèles dans lesquelles fuir un monde sans espoir ni futur! J'ai déjà cité Rick et Morty dont la première saison est sortie en 2013. Une œuvre post-nihiliste qui nous dit que rien n'a d'importance, mais qui nous propose malgré tout un multivers entier d'aventures et de sens à trouver à la vie. Puis en 2019, le multivers crève le grand écran dans le film d'animation Into the Spider-Verse, précurseur du titan du box-office qu'a été No Way Home en 2021. Plus personne n'ignore le concept de multivers, et il a clairement su convaincre le grand public. Ce qui, d'après moi, est une mauvaise chose. Comment oses-tu avoir une opinion négative? Avoir une opinion tout court! Ah! Wow, what an exciting life you lead. Let's go, in and out, 20 minutes adventure. J'adore toutes les œuvres que j'ai citées dans cette vidéo. Je trouve que le multivers est un concept fascinant et qu'il a été assez bien exploité jusqu'ici. Je vais aller voir Doctor Strange 2 et comme je suis très bon public, il y a peu de chances qu'il me déplaise. Mais le multivers ne devrait à mon avis pas prendre une place primordiale dans la fiction grand public, pour deux raisons. La première est narrative. Le multivers, c'est la fin des conséquences. S'il existe une infinité de réalités parallèles, il existe toujours un moyen d'éviter les conséquences de nos choix et de nos actes. C'est quelque chose qui a été assez bien exploré dans Rick et Morty, quand les personnages détruisent l'humanité et décident donc de changer d'univers pour résoudre le problème. Ici, la série a eu l'intelligence de jouer non pas sur les conséquences concrètes de leurs actes, en faisant un point majeur du développement et de l'endurcissement de Morty. Et comme le dit souvent la série, il ne faut pas trop y penser. Mais je doute fort que toutes les franchises multimédia qui vont se lancer dans le multivers feront preuve d'autant de recul. J'ai peur que l'on voit trop facilement revenir des personnages déjà morts, parce qu'ils sont des favoris pour les fans. On perd alors le moteur dramatique le plus puissant en narration, la mort. Si elle n'est pas permanente, elle ne vaut plus rien. Et sans la valeur de la mort, la valeur de la vie disparaît également. Ce mec me donne vraiment le smile à chaque vidéo. C'est un problème qui touche les comics depuis longtemps. Aucun personnage ne reste mort. S'il est suffisamment populaire, il reviendra. Et il y a une excuse toute faite pour ça. Il existe une infinité d'univers où il est encore en vie. J'ai adoré Loki, mais c'est précisément ce qui s'est passé. Maintenant, la mort du personnage dans Infinity War n'a plus aucun impact. Et s'il meurt à nouveau, ça ne nous fera rien, parce qu'on sait qu'il existe une infinité de Loki. Ce qui est désormais vrai pour tous les personnages du MCU. Le multivers a tué la mort elle-même. Que vaut le sacrifice de Tony Stark si on peut en ramasser un autre dans l'univers d'à côté pour reprendre exactement la même vie? Avec le multivers, tout le monde est essentiellement immortel. Je suis immortel? Non, c'est
C'était un bel enterrement. J'avoue. Ma deuxième raison de ne pas vouloir voir plus de multivers en fiction, elle est philosophique. Comme je l'ai dit, le multivers, c'est la fin des conséquences. Aucun choix n'est important puisqu'il y a toujours une infinité de réalités où les alternatives ont prévalu. Et je pense que la fiction a toujours quelque chose à dire sur la réalité. C'est l'une de mes plus grandes convictions. Notamment parce que toute œuvre de fiction est faite par des gens réels. Sauf Transformers. Parce que Michael Bay est clairement une divinité étrange invoquée en renversant un pack de bière sur une moto traversant un cercle de feu en forme de grosse poitrine. Si la fiction doit dire quelque chose sur le monde réel, elle ne peut pas le faire si les choix des personnages n'ont aucune importance. C'est aussi pour ça que j'aime pas les prophéties et autres tropes liés à la destinée. Tout ce qui fait que les choix et les actions des personnages sont vains. Vains, pas le nombre, ni la boisson. V-A-I-N. Mais non, pas veine, ça s'écrit pas comme ça. Comment ça, la veine de top des sneakers? De quoi vous parlez? On ne construit pas un monde meilleur en se disant que tout ira bien parce qu'une prophétie l'a annoncé, ou bien qu'une infinité de réalités parallèles se porte mieux que la nôtre. Je suis pas contre le fait de se réfugier dans la fiction quand on perd espoir. Je comprends ce besoin. Mais je pense qu'on doit y répondre avec des œuvres qui nous redonnent espoir, justement, qui nous montrent quelque chose dans lequel croire, qui nous disent que nos actes sont importants, que rien n'est perdu d'avance, que nous avons un impact. Pas des œuvres qui nous rendent amorphes et résignés face à l'inévitable. Je ne veux pas me reposer sur l'idée qu'une infinité de versions de moi s'en sortent mieux pour m'offrir le luxe d'éteindre mon cerveau et de laisser la vie m'arriver. Je veux des conséquences, parce qu'elles matérialisent le pouvoir de notre volonté sur la réalité. Et comme, jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons qu'une, c'est ici que nous devons faire nos choix. Je veux que le multivers soit un moyen de raconter des histoires qui ont du sens, et pas un moyen de retirer le sens de toutes les histoires. Et si vous voulez créer une réalité différente immédiatement, je vous laisse le choix de regarder une autre vidéo juste ici. Merci aux tipeurs, Tropper, out.